TV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'handicap. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jean-Louis Garcia, le président de la Page. Bonjour. Bonjour. Caribou à Mayotte, hein. Et Caribou. Merci d'être là. Alors, vous êtes né à Agen, vous êtes instituteur à Montpellier. Vous devenez membre de la Page dans l'Hérault en 76. En 93, vous intégrez le conseil d'administration national de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale sur les questions notamment de handicap. Puis, vous représentez la Mutuelle au conseil d'administration de la Page. Et c'est en 2008 que vous êtes élu président de la fédération. Depuis 2020, vous êtes membre également du comité de suivi et du comité de gouvernance du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et vous êtes arrivé à Mayotte dimanche et depuis vous enchaînez les rencontres. Selon un rapport de l'ARS en 2014, les personnes handicapées identifiées à Mayotte étaient de plus de 3100 personnes, dont près de 2000 enfants. Alors, Jean-Louis Garcia, première question, y a-t-il assez de moyens déployés sur notre territoire pour venir en aide à ces personnes souffrant de handicap ? Ce qu'on peut dire, c'est que les besoins sont immenses. Les moyens sont importants. Maintenant, il faut se mettre au travail et il faut aussi aller au-delà des chiffres que vous donnez. Parce que des enfants, des adultes sont connus, on sait qu'ils existent, on les a repérés, mais beaucoup sont hors des radars, cachés, pas reconnus et donc n'ont aucun droit. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, aller chercher les personnes qui sont à l'écart, les rentrer dans le circuit, leur donner des droits et faire valoir ces droits. Donc ça veut dire mettre en place des services, des accompagnements, des établissements pour tout type de handicap, tous les âges de la vie, les tout petits, les ados, les jeunes, les adultes et ceux qui vieillissent, parce qu'aujourd'hui on vieillit même en situation de handicap. Donc la tâche est immense. Oui, et surtout à Mayotte, où comme vous l'avez dit, certains n'osent pas le dire. C'est pas comme en métropole où ça va, on s'est rentré un peu dans les mœurs, entre guillemets, mais je veux dire, c'est pas une honte d'être handicapé. À Mayotte, c'est un peu difficile. Comment vous pouvez arriver à faire que ça puisse enfin sortir et de mieux maîtriser tout ça ? Alors on a commencé, avant de proposer des accompagnements, on a commencé avec des financements de l'Agence régionale de santé, des financements de la fédération. On a commencé par travailler sur la guidance parentale, c'est-à-dire travailler avec des familles, les unes qui acceptaient la situation, qui reconnaissaient, d'autres qui reconnaissaient mais qui ne trouvaient aucune solution, et puis d'autres qui invoquaient la fatalité, le sort, et qui finalement disaient, quand elles parlaient, qu'il n'y avait rien à faire. C'était comme ça, et on ne pouvait pas avancer. Donc à partir de ces groupes de familles, on a commencé à travailler, on a fait parler les uns les autres, et hier on était à rencontrer Dominique Vonnet, la DG de l'Agence régionale de santé, et on lui disait, maintenant on a quelques familles qui sont capables d'aller parler aux autres familles, c'est-à-dire de pair à pair. J'ai un enfant en situation de handicap, toi peut-être aussi, et ça passe peut-être plus facilement en termes de prise de conscience, de reconnaissance, que quelqu'un qui, d'un peu au-dessus, va expliquer à une famille que l'enfant est en situation... C'est traumatisant comme nouvelle, c'est très très compliqué à accepter, à intégrer, c'est une vie qui devient différente. Et donc l'accompagnement par des pairs peut être une façon de sortir de cette difficulté, parce que dès qu'on les aura menés à la maison départementale des personnes handicapées, dès que les droits seront reconnus, bien à l'État, au département, à l'Agence régionale de santé, de mettre les moyens, et des opérateurs comme la Page sont là, dans l'intérêt général pour servir ces personnes et leur donner tous les outils pour avoir la vie la plus ordinaire possible. Justement, et ça c'est un bien à mettre en place beaucoup à Mayotte, et justement beaucoup est fait notamment par le rectorat pour détecter un peu quand vous dites que voilà, les familles n'osent pas trop dire mon enfant est handicapé, enfin un handicap qui soit lourd ou léger, et heureusement le rectorat est très actif là-dessus. Justement, Gilles Albou avait dit en 2019 à Mayotte nous avons 2 fois moins d'élèves en situation de handicap qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins nombreux, ça veut dire qu'on n'en voit que la moitié. La prévention et la détection sont donc le premier acte. Le recteur a raison, on le voit ce soir. On va le rencontrer, c'est pas la première fois. On va ouvrir à la rentrée des classes à Bandrélé une unité d'enseignement maternel
pour les petits autistes. Donc, ce sont des enfants qui sont autistes, qui vont rentrer dans un dispositif particulier, mais dans une école maternelle, de façon à les prendre le plus tôt possible. Plus on démarre jeune, plus on démarre avec des petits, on ne va pas effacer le handicap, mais on va en réduire les conséquences et on va leur donner les moyens d'aller plus loin. Et ce que nous allons expliquer au recteur, mais il le sait fort bien, après il faut mettre en place les choses, c'est voir comment aussi, à l'école ordinaire, ou dans les collèges, dans les lycées, on accompagne de façon différente, de façon adaptée, ces jeunes en situation de handicap, de façon à ce qu'ils soient avec les autres, mais avec des accompagnements différenciés. C'est à la société de s'adapter. Oui. C'est pas la personne en situation de handicap. Elle a son handicap, elle vit avec, et donc c'est tout à l'environnement de bouger pour que la personne en situation de handicap soit mieux. Et quand on fait des choses utiles pour la personne en situation de handicap, c'est utile pour tout le monde. Vous baladez dans Mamoudzou, vous voyez les trottoirs. Si on arrange les trottoirs pour quelqu'un qui se promène en fauteuil roulant, ça va servir à tous les autres. Oui, mais là, c'est un peu le problème qu'il y a à tout le monde, à Mayotte et ailleurs également. C'est adapter ce monde à l'handicap, c'est pas chose aisée. Maintenant, il y a même eu des obligations dans les constructions. On a dû obliger les gens à mettre des places handicapées, des accès handicapés. Là, on se rend compte que si on fait un test de se mettre en fauteuil roulant, et vous l'avez dit, d'Amamoudzou, c'est compliqué. Vous avez ce regard, vous, directement. Quelle est votre position là-dessus ? Est-ce que vous allez dire, écoutez, faites plus d'efforts, là, ça ne va pas. Alors, ça nous le disons. C'est pas satisfaisant. Nous sommes en difficulté. Vous parliez tout à l'heure des Jeux Olympiques, mais il y a aussi les Jeux Paralympiques. Bien sûr. Jeux Paralympiques en 2024 à Paris. Paris doit s'adapter parce qu'il va y avoir des milliers d'athlètes en situation de handicap. Il faut qu'ils puissent cheminer dans Paris. Et donc, on ne peut pas transformer le métro, mais il va falloir trouver tous les moyens pour suivre les lignes de métro avec des circuits adaptés pour que, situation de handicap ou pas, on puisse aller et venir comme on l'entend. C'est ça l'objectif et le rôle du monde associatif, c'est de piquer les fesses des décideurs, des financeurs, pour qu'ils ne soient jamais trop satisfaits d'eux-mêmes. Vous savez, on a fait une ligne, on est très très content, et il faut qu'on leur dise oui, mais il y en a une deuxième, une troisième, une quatrième. C'est un combat permanent, mais chaque fois qu'on marque une avancée, qu'on marque un pas, c'est dans l'intérêt de tous. Justement, moi j'aimerais, Président Jean-Luc Garcia, revenir un peu sur la mobilité. À Mayotte, on l'a vu aujourd'hui, rien que la personne qui vient du sud, du centre ou du nord arrive déjà, a du mal à arriver à Mamoudzou parce qu'on a un problème de mobilité. Aujourd'hui, on n'a pas de route, on n'a pas de trottoir, vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, est-ce que le pouvoir public n'est pas lui-même dans le déni, en se disant, quand on pense construction, quand on pense aménagement, infrastructure, on attend de construire et penser après aux personnes en situation de handicap. On finit le baptême, après on vient dire, ah ouais, c'est vrai, on a quand même quelques... Est-ce que c'est pour ça le déni finalement ? Vous savez, il y a une loi qui est une loi fondamentale sur le champ du handicap, c'est la loi du 11 février 2005, qui disait, chaque fois qu'on construit, du bâti neuf en logement, il faut faire du 100% accessible. L'idée, c'était, il y a des endroits qu'on ne peut pas transformer, qu'on ne peut pas améliorer, donc il faut petit à petit, par de la construction neuve, faire remonter l'équilibre du tout accessible. Il y a peu de temps, c'était en 2018, le gouvernement a décidé, à travers la loi Élan, de passer de 100% d'accessible à 20%. C'est un recul historique, donc on n'est pas content, donc nous l'avons dit, et sans arrêt nous sommes là à dire au pouvoir public, aux financeurs, c'est bien ce que vous faites, c'est insuffisant, il faut aller plus loin, il ne faut jamais, jamais, jamais lâcher. Quelqu'un qui va décider, vous parliez des élections départementales, le département a un rôle majeur sur le champ du handicap, personnes âgées, personnes en situation de handicap, c'est deux actions fortes d'un département. Dès qu'ils auront élu un président, nous souhaiterons le rencontrer, les vice-présidents chargés du handicap, pas pour les bousculer, c'est pas notre rôle, mais chaque fois leur rappeler les obligations, leur rappeler ce qu'il faut faire et leur dire chaque fois qu'il ne faut pas le vivre en charge, mais en investissement parce que ça va être utile à tout le monde.
Alors, on le sait qu'aujourd'hui, on a un autre problème, Jean-Luc Garcia, quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, une famille qui vit dans la précarité, qui a un enfant en situation de handicap, mais qui n'a pas forcément un aidant. On parlait beaucoup des aidants. On a vu quand même leur rôle pendant la crise sanitaire. Et là aussi, il n'y a pas cette allocation qui peut aujourd'hui aider non seulement l'aidant, mais également cette famille à s'en sortir quelque part un peu en mode indépendant. Alors on commence au niveau des pouvoirs publics à reconnaître la notion de l'aidant. Les textes qui sont sortis récemment, alors chaque fois qu'on avance sur un sujet, on ne va jamais loin tel qu'on pourrait le souhaiter. Mais dès qu'on met un pied dans la porte elle est ouverte. Donc après, il faut pousser. Il y a des sommes qui sont données pour les aidants. Nous disons elles sont insuffisantes, mais notre objectif, c'est de faire que ce qui est insuffisant devienne suffisant à terme. Après, ensuite, ce sont des enjeux budgétaires. Il faut qu'on pèse fort. Ça veut donc dire aussi que les personnes se mobilisent, les citoyens se mobilisent pour rentrer dans le monde associatif. L'organisation que je préside n'est pas je ne suis pas parent. Nous ne sommes pas une organisation de parents. Il y a des parents avec moi, bien évidemment. C'est faire entendre à la société que le handicap, c'est un problème de société. Le handicap, ça peut vous arriver par la naissance, mais ça peut vous arriver par un accident de moto, de voiture, un AVC. L'âge va faire qu'on... Ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut tomber là-dedans et donc se retrouver en difficulté. Et donc ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise en compte globale par l'ensemble de la société. Mais c'était une volonté aussi d'Emmanuel Macron, de priorité sur le handicap, notamment également sur les emplois pour les handicapés lourds, qu'on appelle lourds, hein, c'est d'accéder à l'emploi. Dieu sait, c'est pas facile. Et entreprise adaptée, c'est important et ça va être mis en place à Mayotte. C'est vrai que le président de la République, alors candidat, avait sorti sa carte blanche. On avait dit chapeau. Mais il ne faut pas sortir une carte blanche une fois et la remettre en la poche et puis la sortir pendant tout un quinquennat. Quand on fera le bilan dans un an, il y a eu beaucoup de communication en termes de réalisation, pas terrible. Pas terrible. Alors, en revanche, on peut parler de ce que nous faisons, nous, ici. D'abord, on a mesuré, et toutes les personnes avec qui nous travaillons nous le disaient, Monsieur Bonfils, qu'on a rencontré à plusieurs reprises, que la question du chômage ici est une question majeure. Pour les personnes en situation de handicap, encore plus. Donc on a réfléchi à comment on pourrait sortir de cette difficulté. On a donc inventé un dispositif qui s'appelle la PRAP, plateforme pour accompagner les parcours des personnes. L'idée, c'est d'aller chercher ceux qui sont peut-être hors des radars, alors avec Pôle emploi, avec tous les dispositifs qui peuvent exister dans un département. Une fois qu'on a attrapé la personne en situation de handicap, c'est faire des évaluations de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle ne sait pas faire, de ses besoins de formation. Ça, c'est un travail avec la personne en situation de handicap. De l'autre côté, c'est de travailler avec le tissu des entreprises de Mayotte. Alors, on n'est pas dans les Hauts-de-Seine, on est à Mayotte avec le tissu d'entreprises qui existent. Mais il y a des entreprises qui ont envie, qui sont prêtes à travailler. Donc, c'est voir avec eux comment on peut, s'ils embauchent une personne qu'on a préparée, comment on peut aussi les accompagner. L'objectif, c'est pas dire à une entreprise tu prends et tu t'en débrouilles. C'est être à côté d'elle parce qu'un jour il y aura un problème, une difficulté. Leur métier, c'est pas accompagner le handicap, c'est le nôtre. Donc voir comment on travaille en partenariat dans cette situation. Si on l'a démarré en novembre dernier, moi je suis venu en décembre pour faire un peu de communication sur le sujet. On a pris des engagements en novembre et aujourd'hui on a dépassé les engagements. C'est-à-dire qu'on a trouvé des personnes qui étaient en situation de handicap, elles sont rentrées dans le dispositif. Aujourd'hui, il y en a une quinzaine sur 40 au démarrage qui ont trouvé un emploi avec des contrats d'apprentissage, des contrats de qualification, CDD, CDI, une quinzaine, et qui aujourd'hui sont dans des entreprises mahoraises. Et en réfléchissant là-dessus, on se disait, à Mayotte, il manque plusieurs dispositifs, mais il en manque un, c'est l'entreprise adaptée. Et donc, la page, nous allons créer
en 2021. Donc cette année, une entreprise adaptée, on est en train d'affiner les choses. De ce que nous savons, on pourrait démarrer avec une quinzaine de travailleurs. Donc là aussi, ce sont des personnes en situation de handicap, aujourd'hui au chômage, qu'on va mettre dans l'emploi et dans l'intérêt de l'ensemble de la société. Par exemple, en discutant avec la directrice de l'Agence régionale de santé, elle nous dit « Moi, j'ai une difficulté dans ce département, c'est les moustiques. » La démoustication. Donc, on attrape l'idée. Une de nos idées, c'est de créer une équipe de personnes en situation de handicap en capacité de porter cette mission de démoustication. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Ils sont au chômage, on les sort du chômage et ils vont être utiles à la société, à l'ensemble de la société mahoraise. Est-ce que ça les rend pour eux moins, j'aime pas ce terme, mais moins handicapés? C'est-à-dire, je fais quelque chose comme si j'étais pas handicapé. C'est aussi un côté humainement fort pour eux, non? Oui, ils ont une autre image d'eux-mêmes. C'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Être en situation de handicap, France entière, monde entier, c'est bien souvent être à l'écart. Oui. C'est être ségrégué, être mis de côté, être caché. Dès que vous voulez rentrer dans le tissu social, dans le métier, une profession, dans des activités autres, ils se retrouvent avec les autres. Et donc, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes change. L'image que les autres ont d'eux-mêmes change aussi. Ce qu'on appelle un peu pompeusement changer le regard. Mais ça, c'est un boulot difficile. Ça fait des années que vous êtes auprès des handicapés. Vous connaissez ce regard. Est-ce que pour vous, le regard de tout à chacun a changé par rapport aux handicapés? Oui, on parlait des Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques. Moi, je me souviens, les Jeux de Londres, c'est pas si vieux que ça, non. 2012. Ouais. Silence radio sur toutes les chaînes, et en particulier les chaînes du service public de télévision. C'est une petite chaîne Mont-Blanc qui travaille comme vous, qui a popularisé le para-handicap au moment de ces Jeux. Quand on a vu Rio en 2016, ça a été très très différent. Et on se rend compte que nos concitoyens, si on leur explique bien les épreuves, parce qu'en fonction des handicaps, il y a diverses courses, mais si on explique bien les choses, il y a autant de personnes qui regardent les Jeux paralympiques que les Jeux olympiques. Ça veut donc dire que ça intéresse l'ensemble de la société. C'est fabuleux de voir ces gens-là, justement, qui font des courses de ouf, qui sont d'une joie immense quand ils jouent au tennis, quand ils font à 100 mètres. Ça démontre quand même que, oui, le monde change, quoi. Et à Mayotte, c'est important, justement, de développer tout ça. Camar. Alors, nous avons reçu pas mal d'acteurs, Jean-Luc Garcia, qui sont aujourd'hui, notamment par exemple la MDPH, et qui nous disaient, à Mayotte, nous avons besoin aussi de ce centre de rééducation. On a pas mal de jeunes qui devraient peut-être être reçus pour une rééducation, piscine, salle de sport, pourquoi pas. Et ça, c'est quand même un outil qui serait important à Mayotte. Rien. On est par exemple sur le handicap psychique. Handicap psychique, ça veut dire des psychiatres, ça veut dire des psychologues. Donc c'est des sujets sur lesquels nous discutons, nous réfléchissons pour voir comment. Il ne faut pas demander aux personnes en situation de handicap de Mayotte de partir systématiquement à La Réunion ou ailleurs si elles ont besoin de soins. C'est aux soins de se rapprocher d'eux. Alors, on a aussi la télémédecine qui peut nous aider pour certaines parties, mais le domaine des possibles est extraordinaire. Alors, c'est vrai aussi que pour des organisations comme la mienne, ça permet d'imaginer, d'inventer des choses et d'être réactif. Il ne faut pas qu'on propose des solutions pour dans 20 ans. C'est maintenant qu'il faut les solutions. Donc il faut aller vite, s'adapter et peut-être bousculer les habitudes que l'on peut avoir. On va avoir 60 ans, la page. On est né en 1962. Peut-être que la réponse au handicap aujourd'hui n'est pas la même que celle qu'on portait il y a 20 ans, il y a 30 ans ou il y a 50 ans. Et donc, un endroit où les besoins sont immenses, il faut faire phosphorer les méninges pour aller plus vite et travailler en partenariat. La PRAP, l'intérêt, c'est qu'on a mis autour de la table tous les partenaires qui étaient intéressés par le sujet avec nous.
et se dire que seul, on ne peut pas tout faire. Avec beaucoup d'autres, on ira beaucoup, beaucoup plus loin dans l'intérêt de ces personnes-là. Et autre sujet important, c'est l'autisme à Mayotte. Et du côté de Bandrélé, cette place pour l'autisme, c'est quand même important. Le développement pour aider l'autisme. Alors, l'autisme a été maltraité dans notre pays depuis des années. On a chargé les mamans en disant « si l'autisme existe, c'est de votre faute, vous ne savez pas les aimer, vous les avez refusés ». On s'est planté complètement sur le sujet. Donc on revient, on reprend le sujet autrement, on se rend bien compte qu'il y a une difficulté, qu'il y a un handicap et qu'il faut donc poser un diagnostic le plus vite possible, le plus tôt possible. Avant 3 ans, il faut être capable de dire ce gamin, voilà les difficultés qu'il a, et immédiatement mettre en place tous les dispositifs d'accompagnement. Alors on a ouvert un institut médico-éducatif où nous accueillons déjà une 60aine d'enfants. Certains n'ont jamais vu, ils ont 12-13 ans, n'ont jamais eu d'accompagnement. Vous imaginez les difficultés que ça peut créer, un gamin pas accompagné, pas soigné, pas tutoré pendant 12-13 ans. On installe le handicap, on le surhandicape. L'intérêt de ce que nous allons ouvrir à Bandrélé, où nous avons déjà une antenne de l'Institut médico-éducatif, c'est de prendre des enfants dans le groupe école. Donc il faut faire à la rentrée comme les autres, 7, pas plus, ces enfants de maternelle, autistes, avec un enseignant spécialisé et une équipe du médico-social, c'est-à-dire avoir plusieurs professionnels autour de ce petit groupe d'enfants. Et petit à petit, ils vont intégrer la communauté éducative. On gère déjà des unités d'enseignement en métropole, on en gère ailleurs. On se rend compte que des gamins qui rentrent comme ça au mois de septembre, petit à petit cheminent. Au début, ils ne vont pas à la récréation avec les autres. C'est pas possible pour eux, c'est pas supportable. Ils ne vont pas au restaurant scolaire avec les autres. C'est ingérable pour eux. C'est une agression. Ils ne peuvent pas le vivre. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on se rend compte qu'au moment de les fêtes de fin d'année, les vacances de Noël, ils commencent à aller à la récréation avec les autres. La violence des autres n'est plus la même pour eux. Petit à petit, ils cheminent et on se rend compte que ces gamins, à la fin de l'année scolaire, ils ont des perspectives de développement qu'ils n'auraient jamais eues sans ce type de dispositif. Camarade, dernière question. Oui. Il y a eu une proposition, Jean-Luc Garcia, qui est passée de manière furtive à l'Assemblée, c'est la déconjugalisation de l'allocation adulte. Est-ce que là aussi, c'est une avancée qui est freinée finalement aujourd'hui, puisque le débat finalement n'a pas vraiment eu lieu? Alors, il est scandaleux qu'à l'Assemblée nationale, qui est un lieu de parole, on empêche de parler. En plus, quand vous avez une majorité massive, elle ne devrait pas craindre le débat. Elle est sûre qu'au bout, si elle demande à ses députés de voter dans leur sens, il n'y a pas de souci pour le résultat. Peut-être que la majorité était inquiète sur comment allaient se comporter ses propres députés. Parce que c'est quoi la question de la déconjugalisation? Vous êtes en situation de handicap et vous vivez en couple. Alors, soit on se camoufle, on ne le dit pas, et tout va bien. Donc vous percevez votre allocation adulte handicapé parce que vous êtes en situation de handicap, c'est votre droit. Si vous dites que vous vivez concubinage, pax, ou marié avec monsieur un tel ou madame une telle, qui a des ressources, eh bien on va compter pour vous attribuer l'allocation adulte handicapé les ressources de monsieur ou de madame. Ça veut dire que monsieur ou madame, déjà, tout au long de la journée, de la nuit, il vous sert des dents naturelles, des dents familiales. Donc on ne fait pas appel à une infirmière pour il fait déjà tout ça. La personne en situation de handicap, elle est donc déjà dépendante de son mari. Et en plus, on va lui piquer son allocation adulte handicapé en disant « mais votre mari, votre épouse a des sous ». Donc c'est une double dépendance. Et si c'est une femme en situation de handicap, vous imaginez, alors qu'on nous parle d'égalité des droits pour femmes et hommes, dans quelle situation on les met?
la position du gouvernement sur le sujet, elle est profondément rétrograde. Profondément rétrograde. Peut-être que Bercy a pesé très fort là-dessus, mais c'est des contes d'apothicaire. On y reviendra, ça reviendra, et il y aura un moment où ils seront obligés d'accepter cette déconjugalisation. Jean-Luc Garcia, pour finir, parce que le temps passe et c'est super important ce que vous racontez là, vous allez voir, aujourd'hui vous allez rencontrer le CHM, puis le rectorat et enfin la préfecture. Rapidement, quels vont être les mots importants que vous allez utiliser envers ces personnes pour faire avancer les choses? Partenariat, confiance. On se rend bien compte qu'avec Gilles Abou, le recteur, lui expliquer qu'on se connaît, qu'on sait faire des choses. Lui a des responsabilités sur l'éducation de tous les enfants de Mayotte. Entre ceux de Montpellier, il y a une question pour discuter. Ouais. Vous avez entendu l'accent. Donc voilà, on peut travailler. L'hôpital, on est en train de créer notre entreprise adaptée. Il y a peut-être des travaux à conduire à l'hôpital par des personnes en situation de handicap, et donc nous pourrions faire de la prestation de service. Et rencontrer Jérôme Millet, le sous-préfet, on le voit régulièrement, c'est aussi avoir de bonnes relations avec les représentants de l'État, les financeurs sur le champ du handicap. Nous gérons de l'argent public, c'est l'État, c'est la sécurité sociale et c'est le département. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous mettre à la page. Elle est bonne, merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.